Bonjour et bienvenue dans Regard de dirigeants. Aujourd'hui, nous allons parler de transition énergétique, mais surtout de décarbonation. Donc, ce sont des sujets, des défis qui redessinent nos industries, mais surtout façonnent notre économie et in fine nos modes de vie. Et au cœur de toutes ces transformations, il y a notamment des innovations comme les batteries lithium, qu'on surnomme l'or blanc de notre époque. Et il y a aussi, par exemple, l'hydrogène, qui va peut-être révolutionner notre manière de consommer l'énergie. Et alors que l'Europe, en fait, dans tout ça, cherche à rattraper son retard face à la Chine et à renforcer sa souveraineté dans ces secteurs stratégiques, il y a des acteurs régionaux, comme celui que vous dirigez, Pôle Énergie, qui met en relation tous les différents acteurs du secteur, met en avant certaines innovations, mais aussi vous avez un rôle de conseil auprès des entreprises. Donc tout d'abord, Jean Gravelier, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes à la tête, comme je viens de le dire, de Pôle Énergie, mais est-ce que vous pouvez un peu mieux nous expliquer quelle est la mission de Pôle Énergie et quel est votre rôle de conseil auprès des entreprises? Alors Pôle Énergie, c'est une association, c'est un cluster qui rassemble des entreprises, des collectivités, le monde académique. On est basé à Dunkerque, dans les Hauts-de-France, et vous l'avez très bien dit, notre rôle, c'est d'être un facilitateur de la transition énergétique. On pourrait dire aussi un catalyseur. On fait beaucoup de mise en relation. Donc à Pôle Énergie, il y a beaucoup d'ingénieurs. On a une capacité à aider les entreprises dans leur stratégie de décarbonation, à les conseiller, parce que c'est vrai qu'on est à un moment aujourd'hui où les choix sont tellement vastes finalement qu'il faut en amont quand même essayer d'aider sur le plan technique, économique, voir ce qui est viable, ce qui est la bonne solution pour l'entreprise. Et c'est là où on intervient beaucoup sur tous les sujets qui touchent la décarbonation. Oui, la décarbonation, comme vous le rappelez souvent, c'est un peu qualifié d'équation complexe. Mais donc, selon vous, quels sont les freins principaux qui ralentissent sa mise en œuvre? Vous savez, on a tous un peu la résistance au changement. Ça, c'est quand même assez naturel. Alors, c'est normal on résiste à ce monde qui bouge, qui change. Mais je dirais que les résistances... la décarbonation, c'est une équation qui doit relier trois choses principales. C'est des nouvelles technologies, c'est de la réglementation et c'est un marché solvable. Et c'est pas toujours facile d'aligner ces trois planètes, en fait. Alors, les technos, il y en a. Aujourd'hui, on a une époque où il faut massifier. Mais ça a un coût. Et donc la question, c'est est-ce que le marché, donc les usagers, que ce soit les industriels ou les particuliers, est-ce qu'ils ont les moyens de payer le surcoût de la décarbonation? Pas toujours. Et donc la réglementation, elle est là pour aider les technologies à atteindre le seuil de rentabilité en se massifiant, donc essentiellement par des subventions. Donc les réglementations, à la fois, elles imposent aux industriels de se décarboner. Elle va dire, l'hydrogène, il faudra atteindre tel niveau d'hydrogène décarboné dans vos usages, et c'est pour tout comme ça. Mais c'est aussi des subventions. Et tout ça, finalement, ces trois planètes, elles ont un peu de mal à se mettre en ligne. Voilà, et c'est pas toujours simple d'aligner ces trois planètes. Et vous avez mentionné Dunkerque un peu comme un exemple de ce qui a été fait en matière de décarbonation. En quoi ce qui a été fait à Dunkerque pourrait éventuellement être répliqué dans d'autres villes en France? Il y a une chose très simple, plusieurs même je dirais, il y a d'abord une prise de conscience à Dunkerque que l'industrie qui est très forte à Dunkerque, il y a la sidérurgie, la métallurgie, l'aluminium, il y a beaucoup d'industriels, la chimie aussi, le port de Dunkerque, il y a énormément de choses qui sont présentes à Dunkerque, mais tous ont conscience que s'ils ne se décarbonent pas, mais ils ne pourront plus vendre, tout simplement. Donc la survie de ces industries passe par la décarbonation. Et alors ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on ne peut pas avancer tout seul. Donc les Dunkerquois ont créé, les industriels dunkerquois ont créé un collectif autour de cette question de la décarbonation. Et puis je pense qu'il y a aussi un partenariat avec la puissance publique. Donc en gros, c'est la municipalité. Et c'est tout ça qui a permis d'avancer à Dunkerque. Il y a eu une forte prise de conscience du maire de Dunkerque à un moment donné, du président de la communauté urbaine de Dunkerque. Et tout ça, ça a avancé. Il y a alors bien sûr l'État qui a des propositions avec des appels à projets. C'est l'appel à projets qu'on a appelé ZIBAC, Zone industrielle bas carbone.
auquel le cluster local qui s'appelle Écosystème D a répondu et qui a été gagné. Donc c'est 20 millions d'études qui sont financées à 50% par l'État et qui permettent d'avancer sur cette décarbonation. Et nous, on apporte de l'ingénierie là-dedans. Nous, Pôle Énergie, en tant que cluster régional et capacité d'ingénierie, on apporte un peu notre compétence dans cette mise en œuvre. Alors voilà, c'est ça que j'ai envie de dire, c'est que c'est la volonté d'avancer ensemble et c'est l'alliance privé-public qui est à mon avis ce sont l'un des facteurs clés pour réussir la décarbonation. Et comment est-ce qu'on pourrait potentiellement concilier l'urgence de décarbonation avec les contraintes budgétaires, la concurrence internationale et est-ce que par exemple la CSRD est un bon outil pour y parvenir ? Alors la CSRD, c'est une obligation. Alors peut-être faut expliquer ce que c'est que la CSRD. Oui. C'est une obligation de reporting, donc de rapports qui complètent les rapports financiers et qui sont là pour obliger l'entreprise d'avoir une stratégie justement de décarbonation. En fait, pour reprendre une expression de quelqu'un que j'aime bien, qui est Isabelle Cocher, qui était l'ancienne DG d'Engie, il s'agit d'aider l'entreprise à être future-proof. Voilà, c'est-à-dire apte au futur finalement, c'est-à-dire adapté au futur, et le futur sera décarboné. À partir de 2050, c'est zéro carbone partout. Donc il s'agit d'aider les entreprises à faire cette décarbonation dans un rapport extra-financier, extra-comptable, qui va reprendre une multitude de critères. Mais alors en fait, ça fait très peur, la CSRD, mais en fait, 70% de ces critères sont des critères narratifs, en fait. Ce ne sont pas des critères quantitatifs. Donc il s'agit de raconter l'histoire, comment on va se décarboner. Alors ça a le mérite de mobiliser plein de forces de l'entreprise, internes et externes, toutes les parties prenantes, les actionnaires, les salariés, le CSE, la direction, le management, mais aussi les fournisseurs, les clients, etc., pour réfléchir comment on peut faire pivoter notre activité pour que demain, elle soit décarbonée. Le plus décarboné possible. Et évidemment, c'est ça qui va attirer les financeurs. Donc c'est ça que je trouve absolument révolutionnaire dans la CSRD, c'est que pour une fois, les financeurs ne vont pas aller forcément chercher la rentabilité immédiate des entreprises, les critères financiers, mais plutôt leur durabilité dans le temps, c'est-à-dire leur capacité à évoluer vers un monde décarboné. Ça, c'est quand même fantastique. Et c'est aussi le fait que ce soit un projet mené de manière collective. Donc c'est une redéfinition de l'entreprise, j'ai envie de dire. Et alors, cette CSRD, elle est obligatoire pour les grands groupes, mais ça va pivoter et ça va aller vers les ETI et les PME. Et donc tout le monde va devoir se saisir de cette CSRD et devenir une entreprise qui ne fait plus appel au carbone pour exister et va construire de nouveaux business models. Donc c'est assez passionnant parce que on a jusqu'à maintenant une vision de la décarbonation, ok, il faut que j'élimine les énergies fossiles, c'est une évidence. Si j'ai un résiduel, il faut que je l'envoie en mer du Nord, sous la mer du Nord, etc., pour être capté. Ok, ça c'est une voie, mais il y a tout le tissu des PME, des hôpitaux, du tertiaire, des écoles, etc. Eh bien tout ça doit aussi se décarboner. Ça passe évidemment par arrêter les énergies fossiles, mais ça passe par plein d'autres choses. Et c'est ça dont la CSRD va s'occuper. Et c'est ça qui va construire un monde assez différent quand même. Donc c'est assez passionnant comme aventure. Peut-être en guise de dernière question, un sujet assez important, celui par exemple des gigafactories. Donc ce sont ces usines de très grande taille qui s'attellent à la production des batteries pour les véhicules électriques, qui sont parfois remis en question, parfois vus un peu comme la clé de voûte pour l'Europe dans le secteur des batteries. Et sur le sujet, dans votre newsletter, vous avez justement proposé un système alternatif. Donc c'est un système en hub and spoke. Donc les gigafactories, ça c'est un système centralisé. Hub and spoke, là vous proposez un système décentralisé. Mais concrètement, donc, quel est plus précisément ce modèle et comment ça pourrait se matérialiser en Europe ou en France ? Alors il ne faut surtout pas les opposer, ces deux modèles, parce qu'on les retrouve dans les Hauts-de-France. Alors les gigafactories, il faut se réjouir déjà que ces gigafactories
se mettent en place dans les Hauts-de-France. Il y en a qui sont déjà implantés, d'autres qui sont en construction, d'autres qui sont en prévision. Il y en a 5 ou 6 au total. Donc c'est une chance parce qu'on s'aperçoit que les Hauts-de-France, dans le passé, on a raté un certain nombre de transitions. On a un passé industriel qui est compliqué. Et là, on essaye d'être précurseur. Donc je trouve que c'est plutôt bien. Et on voit bien que de toute façon, il y a une transition sociétale radicale qui est l'arrêt de la voiture thermique pour aller vers la voiture électrique. Donc les batteries, les gigafactories sont le moyen de massifier et donc d'atteindre des coûts qui seront acceptables, pour reprendre la toute première question, qui seront acceptables pour le particulier. Simplement, il y a le modèle de la gigafactory, mais on peut aussi se dire que les batteries vont se développer sur des niches, parce qu'il y aura des types de batteries différents pour des types d'usages très différents. Et donc il y a un autre modèle, mais qui est complémentaire du premier et qui fait partie de la chaîne de structuration de la chaîne de valeur de la batterie, qui est de se concentrer sur le savoir-faire de la production des électrodes, notamment de la cathode, qui fait appel à de la chimie fine, qui fait appel à un savoir-faire hautement technologique. Et peut-être que là, il peut y avoir des entreprises qui se focalisent là-dessus pour après, pour que ces cathodes soient reprises dans les gigafactories pour être assemblées dans l'ensemble, dans ce qu'on appelle la cellule et puis après la batterie. Donc tout ça est assez complémentaire et le marché va aller des deux côtés. Et on voit bien que même les gigafactories, c'est un point très important, ne doivent pas être monotechnologiques. C'est-à-dire que on voit bien qu'il y a des hésitations entre les différentes technologies qui existent aujourd'hui, entre le lithium, le sodium et j'en passe. Eh bien, ces technologies, les gigafactories doivent pouvoir s'adapter. Eh bien, la production d'anodes, c'est aussi la même chose, c'est une capacité de s'adapter à un marché qui va évoluer. Donc il faut les deux, et d'ailleurs on voit bien que vient d'être annoncé récemment avec Axens à Valenciennes un projet justement d'une usine de production d'électrodes, enfin de cathodes. Voilà. Et pour conclure, très brièvement, est-ce qu'il y a un message que vous voudriez adresser aux dirigeants français pour les encourager à la transition, vers la transition énergétique? Oui, alors tiens, le message que je pourrais dire, c'est, je reviens du Japon là, et j'ai envie de dire, la French Tech, nos startups, nos technologies, nous n'avons vraiment pas à rougir face au Japon. Le Japon est dans une équation extrêmement compliquée et a besoin de se décarboner. Et j'ai l'impression que la prise de conscience est peut-être un peu plus tardive qu'elle ne l'a été en Europe. Et donc, ils sont demandeurs de technologie. Donc, moi, j'ai eu des discussions avec... alors je ne vais pas dire avec qui, mais avec des grandes sociétés pétrolières japonaises. Et elles s'intéressent à nos technologies sur le biogaz. Ils ont repéré que les Hauts-de-France, on était numéro 1 pour le biogaz injecté en Europe. Et ils s'intéressent à nos technologies, à nos manières de faire. Il y a des technologies aussi, je suis allé là-bas avec d'une société comme Energo, comme Terao. Donc Energo, ce sont des réacteurs qui sont à basse pression, basse température et qui conduisent à toutes les molécules qui permettent de faire ce qu'on appelle les Sustainable Aviation Fuel. Donc ce sont les carburants alternatifs pour l'aviation ou même pour le maritime d'ailleurs, les e-kérosène par exemple. Et puis Terao, c'est des procédés de récupération de chaleur ou aussi d'oxycombustion. Eh bien, ces sociétés intéressent nos interlocuteurs japonais. Donc ça, c'est un premier point, c'est de ne pas, c'est d'être fier d'être français. Voilà, c'est le petit cocorico local du haut des Hauts-de-France. Le deuxième point, c'est, je pense que c'est très important de ne pas avancer seul. Parce qu'on est dans un monde qui bouge beaucoup, les stratégies sont difficiles à mettre en œuvre parce qu'on ne sait pas, aujourd'hui on ne sait pas demain ce qui va marcher. Alors il faut pouvoir réfléchir à plusieurs et je pense que Pôle Énergie est un cluster qui sert un peu à ça, à avoir du répondant. Nous, notre boulot, c'est d'être à l'affût de l'innovation, à essayer de sentir où va le marché. Et donc, les entreprises qui parlent avec nous arrivent un peu mieux à comprendre. Je ne dis pas qu'on a les réponses à tout, loin de là. Mais on alimente la réflexion et on discute avec eux. Ça nous alimente aussi.
Et donc on est un lieu où les entreprises peuvent discuter et savoir mieux comment s'orienter dans cette décarbonation, où il y a plein de solutions. Et il faut les mettre en œuvre parce que les indicateurs de l'Europe sont là et en 2050 il faut être à zéro carbone. Et en même temps le chemin, je ne dirais pas qu'il est pavé d'embûches, mais on ne sait pas lequel prendre. Et donc discuter est vraiment essentiel. Donc ne pas rester seul, ça me semble très important. Voilà 2 conseils que je pourrais donner. Parfait. Eh ben, merci beaucoup Jean de nous avoir parlé de la décarbonation et de tous les enjeux qui gravitent autour. Et merci à vous de nous avoir suivis dans cette émission. À très bientôt.